avec un Marcel à toutes les sauces, et d'où l'on a extrait ici ou là des sympathiques bizarreries. Le manteau Marcel Proust d'APC, les livres de cuisine Proust, la vaisselle Proust ou les guides Proust. Et puis il y a bien évidemment et bien entendu le lot de bandes dessinées, de pièces de théâtre, quelques films, et puis la masse considérable d'articles et d'essais. Et puis voilà une nouvelle exposition au musée du judaïsme à Paris qui nous sort un Proust très juif. Alors, Proust doit-il absolument être quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Stéphane Zagdanski, bonjour. Bonjour, Valérie. Auteur pessimiste et exigeant, je cite. Artiste plasticien, il anime sur YouTube la gestion génocidaire du globe. C'est un séminaire philosophique consacré au génocide sous l'aune de la pensée juive et de la philosophie allemande, ce qui en jette un petit feu, il faut bien le dire. Et on vous doit également le sexe de Proust, en 94 aux éditions Gallimard. Avec nous, Jean-François Lévy, libraire de livres anciens. Bonjour, à la librairie du Bois. Il propose à ses clients collectionneurs des ouvrages essentiellement 19e et 20e siècle. Il sort ce mois-ci son nouveau catalogue dans lequel, il nous le dira, il y a des trésors proustiens. Et puis avec nous, Nicolas Ragonneau, écrivain, éditeur. Bonjour, on lui doit une quantité incroyable d'ouvrages et d'articles consacrés à Proust. Ça va de Sergio Leone à Proust, à Saul Friedlander et Proust, en passant par ses deux nouveaux livres, bien sûr, le Proustographe et le Proustonomique, ainsi que le dictionnaire Proust et le Temps. J'ajoute que tous les deux, vous participez à l'édition spéciale du Gros Dossier dans la Revue des Deux Mondes qui sort fin avril. Bref, Proust, dans sa solitaire et douloureuse rumination intérieure, a permis à tous de se sentir moins seuls. Alors, messieurs, Gérard Depardieu a dit qu'il n'y était jamais arrivé. Combien de fois, vous avez lu La Recherche? En combien de temps? Et quand? Assez vite, allez-y, Stéphane. Une fois, j'ai lu lentement, en une fois. C'était la vieille édition de la Pléiade en 3 volumes à l'époque. Nicolas. 2 fois, la première fois un tome par an, donc 7 ans. C'était un projet que j'avais mûri. Je voulais le lire aussi lentement que possible. Et la deuxième fois, beaucoup plus rapidement, quelques années après. Monsieur Lévy, Jean-François. Oui, moi jamais. Non, je plaisante, parce que j'ai été élevé par un père qui était très proustien, donc il me berçait très jeune dans l'amour de Proust, donc j'ai pas eu besoin de le lire, puisque mon père en parlait. Plus sérieusement, j'ai lu Proust à partir de 20 ans, parce que je pense qu'avant, à moins d'être un surdoué et d'une grande maturité, on peut difficilement comprendre Proust. Et je crois n'avoir même pas lu Le Temps retrouvé, donc je me suis arrêté. Et je l'ai lu plusieurs fois, voilà. Alors on l'a dit, notre ami Marcel Proust fait l'objet d'une adoration. C'est un peu comme on a pu le dire, comme De Gaulle. Il y a ceux qui lui sont fidèles et ceux qui se prennent pour lui. La Pléiade publie donc ce fameux collector en 2 volumes. Jean-François Lévy, dans votre catalogue de livres anciens, qu'est-ce que l'on trouve au chapitre Proust ? Là, les livres de Proust dans leurs éditions originales sont devenus inabordables. On peut les trouver, mais en dépensant des sommes folles. Donc moi, je me suis plutôt intéressé aux alentours, à tout ce petit monde de Proust, à tous ces personnages, tous ces modèles. Et donc, je propose des gadgets dans ce prochain catalogue, qui est plutôt une liste, plutôt qu'un catalogue. Le catalogue a quelque chose de prétentieux. Moi, c'est pas un catalogue analytique, c'est un catalogue descriptif. Donc, j'ai trouvé, en allant visiter l'exposition du musée Carnavalet qui va se terminer bientôt, 2 annuaires qui s'appellent Tout Paris 1904 et Tout Paris 1913. Et là, quand on compulse dans l'ordre alphabétique, il y a le nom de Marcel Proust, celui de son père et celui de son frère. Et en 1913, c'est très intéressant parce qu'il y a la fois l'adresse de sa principale demeure, le 102 boulevard Haussmann, suivi de la mention P, qui veut dire polo, un endroit où Proust n'a jamais mis les pieds, mais au Guiche, le duc de Guiche, le fameux duc de Guiche l'avait parrainé. Et, voilà, donc on trouve... Allez-y, oui. Je n'ai pas terminé. Son téléphone, le 292 05, et c'est du genre « Allô, ne quittez pas ». D'accord. Nicolas Ragonneau, la fameuse lettre de Proust a atteint des records.
Et ça a détrôné. Voilà, parce que ce que je voudrais comprendre, c'est ce phénomène qu'il y a autour de lui. En quoi c'est une valeur marchande à ce point-là? Oui, vous parlez de l'édition du côté de chez Swann, dédicacée à Lucien Daudet, qui est devenu le livre le plus cher de toute l'histoire de la bibliophilie française. Proust a toujours été un placement intéressant depuis le Goncourt, en fait. Il a toujours été très haut dans les cotes de vente aux enchères. On parlait juste avant l'émission avec Jean-François de cet ouvrage dédicacé à Louis Brun aussi, qui est un ouvrage qui a été extrêmement coûteux, extrêmement cher, qui avait été cédé à 80 000 francs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était déjà un prix absolument colossal. Donc ça ne date pas d'hier. C'est le prestige de Proust qui fait que au fond, c'est un investissement très intéressant. Alors justement, Proust est devenu ce qu'il est à partir du moment où il a eu le prix Goncourt en 1919, à partir du moment où il est mort en 1922, à partir du moment où il est rentré en la Pléiade. Je pose la question à vous, Stéphane. Quelle est la question? La question, c'est à quel moment est-il devenu cette espèce d'icône mondiale, quand même? Après sa mort, ce qu'il faut dire, c'est que très tôt, très vite, ce que raconte Morand, les jeunes écrivains de la génération qui ont succédé à Proust ont compris qu'ils avaient affaire à l'irruption d'une écriture révolutionnaire. Morand disait, c'est comme si Flaubert avait ressuscité et était vivant parmi nous. Et Morand raconte ça, et Proust, très gentiment, était allé voir à 3h du matin, il avait frappé à sa porte, lui, on m'a dit que vous avez fait des compliments, donc je suis venu vous... Si vous voulez, donc, les Cocteau, tous les jeunes écrivains de l'époque, les jeunes écrivains qui allaient devenir les grands écrivains de la génération d'après, ont compris qu'il s'était passé quelque chose qui venait de fendre en deux le XXe siècle littéraire. C'est-à-dire l'irruption de la recherche du temps perdu, le chef-d'œuvre absolu de la littérature française. Ça, c'est de son vivant. Après, les questions de bibliophilie, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui, je le dis dans mon livre, dans le sexe de Proust, c'est qu'il n'a pris autant de prix pour les bibliophiles que parce que, monsieur Lévy, vous allez pouvoir le confirmer, d'une certaine manière, ça permet de ne pas le lire. De lui donner un tel prix, ça permet du coup de lui donner une valeur qui n'est pas celle de sa prose et sa vraie vie. Lui-même le savait, il avait dit à Céleste Albaret, que M. Lévy connaît bien et adore, c'est qu'il avait dit, vous verrez, quand je serai mort, on achètera mes lettres, on essaiera de se procurer mes lettres, mes notes, etc. J'avais le sentiment qu'il avait lui-même participé au culte de sa propre personne. Je ne sais plus lequel de vous trois m'a dit que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. On dirait aujourd'hui qu'il poste beaucoup. Oui. Il a écrit plus de 100 000 lettres. Absolument. 100 000, c'est si, peut-être un peu exagéré, non? L'estimation est de 100 000. Il écrivait de 1 à 18 lettres par jour. Donc, à peu près 70% de ces lettres ont été détruites. Donc oui, c'était quelqu'un qui écrivait des lettres comme on envoie des mails aujourd'hui, avec ou des posts Instagram. Oui, voilà. On écrivait beaucoup à l'époque, à la main. Et chez lui, c'est toute une stratégie de matelassage. Il écrivait pour dire, par exemple, qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas venir. Enfin, et puis ses lettres aussi lui permettaient d'envoyer des sondes, des coups de sonde chez un tel, pour ensuite aller les récupérer pour écrire la recherche. Tout était organisé autour de la recherche. Tout était organisé autour de l'écriture de son chef-d'œuvre. Il le savait que c'était un chef-d'œuvre. Ah, donc il le savait. Oui, oui. Alors, il y a une exposition titrée Proust du côté de la mer qui va s'ouvrir le 16 avril à Paris. Et bien évidemment, on vous y emmènera. Marcel Proust est l'arrière-petit-fils de Baruch Weil, commerçant, pratiquant, Moël, si j'ai bien compris, né en Alsace en 1780. Il a laissé 2 femmes et 11 enfants. Je vous propose maintenant d'écouter Antoine Compagnon, qui est quand même la sommité, professeur au Collège de France. C'est lui le conseiller scientifique de cette exposition, qui signe également un livre, Proust du côté juif. Antoine Compagnon, à qui l'on a posé une seule question et on lui a demandé une seule réponse, qui n'est pas du tout talmudique du tout. Votre livre, Antoine, part d'une phrase qu'aurait prononcée Marcel Proust, je la cite: « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » Antoine Compagnon, est-ce que c'est cela qui en fait un juif? Écoutez, c'est une phrase qui me tracassait depuis des années. La plupart des interprètes de cette phrase ont le sentiment qu'elle résume l'attitude de Proust à l'égard de sa judéité, puisque sa mère était juive et ne s'est jamais convertie après son mariage mixte, et alors que ses 2 enfants, Marcel et Robert, ont été baptisés. Certains interprètent cette phrase comme
un signe de la distance de Proust par rapport à ses origines juives, et aussi comme un signe de l'assimilation de sa famille qui ne suivrait plus les traditions de sa religion. Certains, au contraire, voient comme une nostalgie de ces rites. Donc, ça m'a lancé dans une enquête. Cette enquête, elle est allée dans deux directions. D'une part, celle des premiers lecteurs de Proust dans la communauté juive. La phrase m'a aussi mené à m'interroger sur la famille maternelle de Proust, donc la famille des Weil, et à donc explorer le destin de cette grande famille sur 4 générations. L'arrière-grand-père de Proust, celui qui est enterré dans ce caveau du Père Lachaise. Et puis, il a eu de nombreux enfants, 11 survivants adultes, et ces 11 enfants sont vraiment des témoins de cette assimilation au cours du 19e siècle. Ils ne feront pas, eux, autant d'enfants, ce qui est déjà une marque d'intégration. Ils auront l'un sera architecte, l'un sera officier, l'un sera le premier huissier de justice juif à Paris. Donc, c'est une famille qui est tout à fait intégrée. Enfin, il y a aussi des choses qui sont surprenantes, comme le fait que le grand-père de Proust ait été incinéré à sa mort en 1896. Ça veut dire qu'il était un libre penseur et très vraisemblablement un franc-maçon. Donc je crois que beaucoup de ses frères étaient francs-maçons. On pouvait être franc-maçon et déiste. C'est ça aussi qu'on peut retenir. Le grand-père de Proust amenait son petit-fils Marcel Proust au Père Lachaise, dans ce qui était le carré juif du Père Lachaise, pour les grandes fêtes juives, afin de poser un caillou et probablement de dire un kaddish, donc une prière. Alors, Stéphane Zagdanski, finalement, cette phrase, il l'a dite. C'était dans une lettre. Oui. La phrase sur le grand-père ? Oui. Oui, bien sûr qu'il a dit. Oui, mais il est, si vous voulez, c'est très compliqué. Pour les Juifs, il est juif puisque sa mère est juive. Il est élevé de manière catholique, c'est ce qu'il avait répondu. Son père, son frère et lui-même se considéraient comme catholiques symboliquement, mais il avait, pour aller droit au but, il avait une relation tellement fusionnelle avec sa mère, qui est tellement importante dans l'écriture de la recherche, pas simplement psychologiquement, mais qui a une telle importance dans la recherche comme personnage, la mère et la grand-mère, qui sont une seule et même personne, dont le modèle c'est la mère de Proust, un peu comme si lui-même il avait décalé sa relation fusionnelle avec sa mère dans celle fusionnelle entre la mère et la grand-mère, c'est quelque chose qui est tellement prééminent dans la recherche que de toute façon, ce thème-là, qui n'est pas un thème juif en soi, il est judaïsé de manière invisible. C'est là qu'est tout le paradoxe. Parce que pour vous, le livre, la recherche, c'est le livre. Oui, c'est un seul livre, c'est un seul grand roman de Non, mais quand je dis livre, c'est le livre, je pense aussi à le livre comme le Talmud. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, il faut essayer de dire les choses un peu de manière subtile, parce que c'est très compliqué, c'est très complexe, c'est très subtil, et c'est très beau en même temps. C'est-à-dire, voilà, mon idée à moi, c'est ça, c'est que La Recherche est un roman où tout l'art, toute la culture, toute la littérature française et catholique, avec beaucoup de choses sur les cathédrales très belles, sur le mois de Marie, donc toute l'esthétique magnifique du catholicisme est très présente. Et cette esthétique, qu'est-ce que ça a de particulier dans ce roman ? Elle est baignée d'une lumière un peu mystérieuse, un peu particulière, un peu paradoxale, où ce qui semble évident, tout à coup se renverse non pas en son envers, mais en quelque chose d'autre. Et ça, c'est profondément juif. C'est-à-dire, c'est un peu comme les juifs qui considèrent que dans un texte, il y a plusieurs strates de lecture et de sens. Le premier sens. Vous dites que c'est juif parce que c'est comme de l'exégèse qu'on peut faire avec exactement. Et c'est un grand livre sur l'art de la lecture et l'art de l'écriture, La Recherche. Nicolas Ragonneau, parlez-nous de cette lettre à Montesquieu, ce fameux dandy qui a permis à Proust d'entrer dans des milieux un peu plus aristocratiques. Cette lettre, elle est ambiguë, parce que d'une certaine façon, elle dit que Proust n'est pas si juif que ça. En fait, Montesquieu tient des propos antisémites dans une lettre à laquelle Proust se croit obligé de répondre qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin dans cette perspective, parce qu'il lui rappelle que, bien qu'ayant été baptisé dans la religion catholique comme son frère Robert, sa mère, effectivement, comme vient de le rappeler Stéphane, sa mère est juive. Et donc, il lui signale qu'il faut quand même qu'il fasse un petit peu attention
Et du coup, on a l'impression que Proust, Stéphane m'a enlevé un peu le sein de la douche, j'allais dire presque la même chose, en moins bien, mais en tout cas, et ce qu'il essaie de lui faire comprendre, c'est qu'il y a aussi ça en lui, il y a aussi cette identité juive en lui, même si effectivement on est toujours juif par les autres quelque part. On est juif pour l'antisémite et on est juif pour ceux qui sont de confession juive. Mais est-ce que, par exemple, là, en préparant l'émission, je suis tombée sur des tas de choses. Est-ce que les sionistes naissants du début du XXe siècle, est-ce qu'ils ont récupéré Proust ? Je pose la question aussi à vous. Moi, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a eu tout de suite la revue juive d'Albert Cohen, dont parle énormément Antoine Compagnon. Dans le livre, ouais. Et ils ont fait à peu près 6 numéros qui ont duré pendant 1 an. Et pendant 1 an, c'était des juifs sionistes, alors que le sionisme, je ne dirais pas balbutiait. Enfin, on était encore C'est sûr. Au deuxième, milieu de troisième, au début, même pas. à la fin de ses débuts ou au début de la fin. Enfin, on ne sait pas trop exactement. N'ont pas essayé de récupérer Proust, mais ont tout de suite émis un éclairage sioniste et non pas juif, parce que c'est 2 choses Tout à fait différentes sur l'œuvre de Proust. Voilà. Et je crois, Valérie, qu'au fond, c'est peut-être pas la récupération, mais une façon de se draper dans le prestige de cet homme qui, effectivement, à sa mort devient immense. Et l'action française le fera aussi d'une certaine manière. Elle le fait même encore aujourd'hui de façon discrète, puisque Proust avait cette particularité d'avoir une correspondance aussi avec Charles Maurras, avec lequel il a été très tolérant, parce que Charles Maurras avait été un des premiers à dire du bien des plaisirs et les jours. Et comme Proust était quelqu'un qui était très sensible à la flagornerie, il a eu cette correspondance avec Maurras pendant des années. Et pardonnez-moi, et surtout Léon Daudet. Bien sûr. Léon Daudet qui a tout fait pour que Proust obtienne le prix Goncourt, était quand même un chef de file de la culture. Il était très lucide sur l'antisémitisme, d'ailleurs dans la recherche, de l'antisémitisme de la haute société, de la grande bourgeoisie française. Il raconte dans une lettre à Reynaldo Hahn, je crois, il était allé à un dîner chez les Daudet, donc Alphonse le père et Léon et Lucien le fils, et Lucien qui a été l'amant de Proust, il faut le rappeler, et il raconte qu'il dit ils sont d'une bêtise, il dit quelle vulgarité, l'antisémitisme, et il répond. Il a été très choqué par leur bêtise antisémite de grand bourgeois, et il dit quelle différence avec la grande aristocratie, la haute aristocratie, où ce genre de choses n'est jamais comme ça étalé. J'ajoute parce que l'aristocratie a toujours été moins antisémite que la grande. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, il fait des rapprochements entre les juifs, comme il fait des rapprochements entre les 2 races maudites, les juifs, qu'il appelle les races maudites, les juifs et les homosexuels. Il fait des rapprochements dans la recherche entre les aristocrates, la haute aristocratie française, et les juifs. Donc il y a des tas comme ça, il trace des raccourcis, des parallèles qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que c'est tout tellement dépaysant la recherche. Et son soutien à Dreyfus, parce que c'est quand même, lui qui il a signé une pétition, qu'il a fait même signer à Anatole France. Donc pourquoi ? Non, mais d'abord, ça serait lui faire injure de penser que Proust a été dreyfusiste, comme dit Compagnon. Moi, je disais dreyfusard jusqu'à présent, mais enfin, dreyfusiste, parce qu'il était juif. Léon Blum l'explique très bien. C'est pas parce qu'on est juif qu'on devient dreyfusard. Proust fréquentait le salon d'une femme formidable qui s'appelait Geneviève Strauss, la première femme de Georges Bizet, puis ensuite d'Émile Strauss. Et dans son salon, il y avait, entre autres, Joseph Reynac. Et Joseph Reynac a été un des premiers Dreyfusards, puisqu'il était le premier, il était ami avec Mathieu Dreyfus, le frère du capitaine, et c'est lui qui a convaincu Proust et quelques amis. D'ailleurs, le salon s'est scindé en 2, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui fréquentaient le salon de Geneviève Strauss qui sont partis parce que anti-Dreyfusards, et d'autres qui sont restés, et Proust est devenu Dreyfusard, et donc Proust s'est vanté quelques mois plus tard, d'avoir été le premier à obtenir d'Anatole France, qui était la sommité de l'époque, la signature en faveur de la révision du procès du capitaine Dreyfus. Oui. À quel moment, vous en avez parlé tout à l'heure, à quel moment Proust est devenu quelqu'un de gauche ? De gauche. Alors, récupéré. C'est maladroit, vous voulez dire? Oui, non, récupéré par la gauche. Est-ce que c'est quand c'est sorti dans la Pléiade? Est-ce que c'est dans les années 50-60? Est-ce que... Si, Jean-François. Ah bon? Évidemment, aujourd'hui, on a tendance à regarder dans la distance tout ça, et Proust, pendant longtemps, a été considéré comme appartenant à la droite dreyfusarde.
Mais dès les années 30, il y a quand même un philosophe et traducteur allemand qui s'appelle Walter Benjamin et qui fait de Proust un marxiste, ni plus ni moins. Alors évidemment que c'est une sorte de plaidoyer pro-domo, je dirais, de Benjamin, mais c'est quand même assez étonnant. Et dans la recherche, il y a quand même des moments assez étonnants. On peut pas évidemment dire que le narrateur, c'est Marcel Proust, mais à différents moments de la recherche, il y a ce qui pourrait s'apparenter à du socialisme, comme c'est le cas aussi dans Jean Santeuil. Il y a un texte très intéressant de Bataille sur ce sujet, parce que Jaurès apparaît en fait dans Jean Santeuil sous les traits d'un personnage qui s'appelle Couson. Donc on voit un Proust, je dirais pas tenté par le socialisme, mais intéressé par le socialisme, et qui se range du côté des socialistes au moment de l'affaire Dreyfus. Alors, je posais ma question plutôt du public. De toute façon, voilà. C'est-à-dire que les lecteurs étaient plutôt de droite. Je voulais savoir à quel moment Proust a commencé à entrer dans les bibliothèques de gauche. Ah ben ça, c'est les années 50-60. C'est plutôt au moment... Alors évidemment, le texte de Benjamin dont je vous parle, il est très très peu connu. Il est de 1930, mais il est très très peu connu. Il y a quand même Binda, qui, dans La trahison des clercs en 1927, dit que Proust est un grand prêtre de l'esprit. Donc il fait cet éloge incroyable de Proust, qui est passé un peu inaperçu, j'ai l'impression. Et il faut attendre Bataille, les années 50, pour commencer à avoir un autre Proust, à cause de Jean Santeuil et à cause des avant-textes. Puisqu'en fait, jusque dans les années 50, ce qu'on connaît surtout, c'est les plaisirs et les jours, les pastiches et mélanges, et puis la correspondance. Or, dans la correspondance, ce qu'on voit surtout, ce qu'il en reste en tout cas, c'est un salonnard, c'est un homme de salon. Donc, il faut attendre vraiment Jean Santeuil, la publication de Jean Santeuil et le fait qu'un homme comme Bataille commence à s'y intéresser pour qu'il rentre dans ces bibliothèques de gauche. Et puis après, il va y avoir le structuralisme, des gens comme Barthes, Genette et d'autres qui vont s'y intéresser, au-delà de cette réputation d'homme de droite dreyfusard. Non, il est traduit en hébreu, bien évidemment. Les premières traductions en hébreu datent de 1967. Jean-François Lévy, est-ce que Proust porte malheur aux hommes? Non, je fais référence à ces fameux 5 exemplaires de luxe qui sont sortis en 1913. Voilà, c'est ce que je racontais à nos amis Stéphane et Nicolas. Donc il y a eu 5 exemplaires, les 5 premiers exemplaires, tirés sur un beau papier japon impérial, qui ont été offerts par Proust, donc. Et j'ai remarqué que dans ces 5 exemplaires qui pouvaient porter malheur, le numéro 2 a été offert à Gaston Calmette, qui était à l'époque l'important directeur du Figaro, et qui a été assassiné en mars 1914 par la future Madame Joseph Caillot, qui était alors sa maîtresse. Stéphane Ragonneau, pourquoi Sylvie Vartan, sur Sunset Boulevard, pourquoi lit-elle La Recherche sur une photo de Jean-Marie Perrier? Bonne question. Jean-Marie Perrier, en fait, avait fait cette photographie pour Gallimard, pour une campagne de publicité. Et donc, il avait demandé à Sylvie Vartan de s'emparer d'un exemplaire de la Pléiade de 1954, celle dans laquelle Stéphane a lu La Recherche, pour faire cette publicité, dont le slogan était Soyez jeunes, on le voit apparaître à l'écran, Soyez jeunes, lisez la Pléiade. Et déjà à cette époque, Gallimard essayait d'avoir un public plus jeune pour cette collection qui visiblement s'adressait surtout aux seniors. Elle est magnifique cette photo, elle est absolument magnifique. Stéphane Zagdanski, vous aimez aussi le cinéma. Comment se fait-il que finalement que La Recherche n'ait jamais pu être adaptée au cinéma? On a vu que Lozé a essayé, Visconti, ça n'a jamais marché. Oui, parce que Proust est du côté du verbe et pas de l'image. C'est en ça qu'il est profondément juif. Le texte de La Recherche est un texte inadaptable en image. On peut essayer, mais de le transposer de manière dans une écriture cinématographique, c'est absolument impossible. Il y a un petit passage sur le cinéma à la fin de La Recherche, le cinématographe, on appelait ça à l'époque, où il explique ça. Il dit dans le cinématographe, il y a tout un monde de sensations, de sentiments, de saveurs, d'odeurs, qu'on peut restituer par les mots et que les images ne pourront jamais restituer. Donc les adaptations qu'on a pu voir au cinéma, ça n'a jamais... Ça peut être de merveilleux films, mais ils sont frustrants par rapport au texte. Ils ne peuvent pas... Ils en restent au pshat, dirait un talmudiste, c'est-à-dire au premier niveau, si vous voulez. Mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au sod, qui est dans la Kabbale, enfin dans l'herméneutique juive, le côté secret du texte. Voilà. Et Proust, c'est tout un livre sur le secret de l'écriture.
que vous, votre truc finalement, c'est de faire de la recherche un peu comme un livre kabbalistique avec des références. De tous les livres, oui, tous les grands livres, toute la littérature, pour moi, est kabbalistique. Ouais, mais y il a compris raison. celle des grands écrivains antisémites. Stéphane a raison, puisqu'il y a une expression que Roland Cailleux a utilisée, qui était le médecin de Gide et qui a vendu toute sa bibliothèque pour acheter l'intégralité de la recherche quand il était très jeune. Il parle du pile-poule de la recherche. Donc c'est exactement ça. Tous les grands livres deviennent une sorte de matière sur laquelle vont s'agréger tout un tas de choses et des palimpsestes qui n'appartiennent ça va plus. tellement Chacun loin peut que- y voir ce qu'il est. Ça va tellement loin, cette idée Juif, que Proust dit lui-même, à la toute fin de la recherche, dans Le Temps retrouvé, tiens, monsieur Lévy, vous allez apprendre quelque chose, parce que vous n'êtes pas allé au bout. Il dit tous les écrivains n'en il vous sont reste qu'un. exactement 30 secondes. Il dit tous les écrivains n'en sont qu'un, et depuis Homère, il n'y a pas eu de progrès, parce qu'en littérature, c'est un seul et même écrivain. C'est précisément la théorie kabbalistique du Gilgul, c'est-à-dire les âmes qui voyagent de corps en corps, quand ils ont une grande œuvre à accomplir. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de Culture. Merci à vous tous. Si vous vous sentez seul ou fou, eh bien, il y a donc ce fameux coffret collector, la Pléiade. C'est un genre d'auxiliaire de vie qui peut éviter pas mal de choses, notamment des séances chez les psys. Si vous ne vous sentez pas lire les 3000 pages de phrases longuissimes, il y a cette expo au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Proust du côté de la mer. Il y a le livre d'Antoine Compagnon, Proust du côté juif. Une enquête qui est vraiment très documentée sur le monde israélite ou juif. Je ne sais pas comment on dit, du début de l'époque. L'expo au musée Carnavalet, bien sûr. Proustonomics et Proustographe, qui sont là, qu'on voit à l'écran, de Nicolas Ragonneau. La revue des Deux Mondes qui sort fin avril avec vos textes, à vous Stéphane et à vous Nicolas. Et enfin, le catalogue de Jean-François Lévy pour l'incontournable et éternelle librairie Dubois. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci Valérie. Ça passe vite.